Bonsoir à toutes et à tous. La salle est pleine, hein, c'est parfait. C'est sympa, on va pouvoir débattre. En plus, ce sujet, moi je suis psychologue, psychothérapeute, je m'intéresse à la relation amoureuse pour ma propre vie depuis toujours, mais aussi j'accompagne pas mal de patients qui sont en difficulté sur la relation amoureuse. Et qui espèrent vivre le meilleur. Donc, on peut parler le meilleur pour moi aujourd'hui, j'appellerais ça un attachement sain. Voilà. Voilà. Par rapport à des attachements malsains, ça ne veut rien dire, mais insécures, des attachements où soit on veut trop, soit on veut rien, soit on surinvestit, soit on sous-investit. Et donc, ce soir, le thème, c'est quand aimer fait peur. Et qu'on a peur de toujours répéter les mêmes histoires, de refaire les mêmes erreurs encore et encore, surtout quand on a eu pas mal d'expériences avant et qu'on s'est déjà pris les pieds dans pas mal de pièges. Donc on risque, sauf si, évidemment, si vous arrivez vierge chez votre première histoire, c'est différent. Mais si vous avez un certain âge, vous cumulez des expériences et des histoires vécues, et fort de ces histoires vécues, qui laissent des stigmates, vous risquez d'avoir des peurs, qui vous constituent et qui pourraient vous freiner ou générer des attachements insécures, c'est-à-dire avec des a priori, avec des répétitions de schémas, sans vous en rendre compte. Hein. Le problème, c'est que souvent, on répète des schémas de façon non consciente. Et bien que parfois, vous ayez compris des trucs de la relation précédente, ce n'est pas intégré. Et tant que ce n'est pas intégré, ça bute, ça répète, et à la prochaine histoire, vous repartez en butant sur les mêmes endroits. Alors c'est un peu moins fort en général, mais ça se répète quand même. C'est pas intégré. Donc je voudrais vraiment travailler ce soir sur rendre plus de clarté, rendre plus conscient ces histoires qui se répètent, avec cette aspiration à la connexion qui nous concerne tous, qui est qu'à la fois on a envie d'être en lien, d'être en relation, et à la fois, ça peut nous faire très peur. Voilà, donc ça, c'est le thème de ce soir. J'avais marqué en préambule, vous prenez des chaises, là, regardez, il y a des places, il reste quelques places. Oula, voilà, trouvez-vous une petite place. J'avais mis en préambule que quand vous êtes seul, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées donc, par des relations de couple et qui se sont abîmées dedans, ou qui se sont faites larguer, donc voilà, donc qui se retrouvent célibataires, hein, seuls en fait, et qui se disent, bon, bah, puisque je suis seule, je vais en profiter pour me reconstruire. Alors, le mot reconstruire, moi je l'entends sans arrêt, on dirait que vous êtes déconstruit, donc il faut vous reconstruire. Ce n'est pas les hommes déconstruits, on se reconstruit après une relation. Moi je ne sais pas si on se reconstruit, mais en tout cas on en profite dans ces périodes-là pour sortir de la dépendance si on est dépendance, pour trouver des nouveaux repères avec la solitude, avec le célibat. Et donc, c'est une période qui peut être intéressante parce qu'elle est innovante. Voilà. Et souvent, certaines personnes qui passent par des phases de célibat comme ça finissent par se trouver relativement bien, indépendants. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Hein, je suis indépendant, indépendante. Et ensuite, elles se connaissent mieux, elles sont plus alignées avec leurs goûts et leurs valeurs. Et ensuite, elle s'interroge sur « Ah oui, mais j'aimerais quand même retourner dans la relation. Je ne vais peut-être pas rester seule toute ma vie non plus, même si j'ai acquis une certaine tranquillité, aisance dans la solitude. Je ne vais quand même pas finir mes vieux jours dans la solitude, hein, parce que là, oulala, c'est quand même peut-être pas terrible. » Et donc, il y a une panique où il y a des a priori ou des idées négatives qui surgissent à l'idée de retourner à la relation. C'est ça que je voudrais voir avec vous, c'est cette histoire de gagner en liberté quand on est dans des phases de célibat, parce que finalement on est à son rythme, on s'écoute davantage, on n'est pas stimulé par un autre qui nous casse les pieds ou qui a des attentes et des exigences qu'on n'aurait pas envie de faire des compromis, n'est-ce pas ? Et en même temps, on se dit, oui, mais bon, voilà, j'aimerais bien y retourner. Et donc, souvent, j'entends, je ne me fais pas si confiance que ça, hein, ou je ne fais pas confiance en l'autre, va-t-il ou va-t-elle avoir beaucoup d'attentes, ou m'envahir, ou
ou me demander de faire des compromis, et moi, je n'ai pas envie de me forcer à faire des choses pour l'autre. Et donc, tout ça, ça fait des tas de nœuds dans la tête. Il y en a qui sourient parce qu'ils se reconnaissent. Donc, il y en a beaucoup qui se reconnaissent. Et du coup, ça donne, j'ai pas envie de perdre ma liberté acquise, mais en même temps, j'ai quand même envie d'être en couple ou d'être amoureux ou d'être en connexion avec un autre partenaire. Voilà. Donc, on va examiner ce conflit ou ces anticipations négatives à l'idée de repartir dans le lien. Je ne me fais pas confiance. Alors, comme je ne me fais pas confiance, bah, j'y vais pas. J'y vais, mais bon, j'y vais pas vraiment. Je mets un pied dedans, mais je ressors direct. Hein, ça, c'est ceux qui se font pas confiance. Ceux qui ne font pas confiance en l'autre, bah, ils y vont en surméfiance et ils sont là. Dès que l'autre il fait, je sais pas quoi, un petit truc, ah, c'est pas possible, il va me trahir, il va me manipuler, il me raconte des salades, mais qu'est-ce que c'est que ce plan? Je retourne chez moi, je retourne avec mes copains, mes copines, c'est fini. Moi, je veux plus me faire avoir. Donc, vous avez aussi ce style-là, je ne fais pas confiance à l'autre. Hein, voilà. Bon, donc il y a toute cette affaire qui fait qu'il peut y avoir une panique à l'idée de rentrer dans une prochaine relation. Et surtout, il y a aussi que quand vous avez terminé une histoire qui s'est mal finie d'ailleurs, vous avez souvent compris ce pourquoi ça s'est mal fini, avec le recul hein, en général, quand c'est digéré, mais il y a une envie de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et il y a une croyance en général généralisée comme quoi le prochain partenaire, ou presque tout le monde, va vous faire revivre les mêmes erreurs. Bah, non, ça c'est vraiment... ça, c'est un délire, en fait. C'est pas possible parce que tout le monde est différent et unique. Et il n'y a pas de raison que vous n'ayez rien compris de la dernière histoire sur vous-même et que tout le monde est comme celui d'avant ou celle d'avant. Chaque partenaire est différent, chaque personnalité est différente. Et voilà. Mais bon, il y a la peur de répéter les mêmes erreurs. Du coup, vous doutez, vous redoutez de souffrir, et du coup, vous rejetez. La tendance, ça va être de rejeter l'autre, hein, d'être moins présent, partant. Vous êtes moins enthousiaste qu'au tout début, repartez en arrière sur vos premières histoires d'amour, quand vous étiez vierge de tout abîme, tout abîme amoureux. Vous étiez probablement plus enthousiaste, avec moins de croyances limitantes, comme quoi dans la vie, il faut se méfier, il faut faire attention, on ne sait jamais, nanana, et puis moi, je ne sais pas bien m'y prendre, et je suis capable de retomber dans les mêmes schémas d'avant, oh là là, bon voilà, tout ça. Donc vous n'êtes pas libre en fait, c'est ça le truc, vous n'êtes pas libre. Et moi, je travaille essentiellement dans ma manière d'accompagner les gens sur comment mettre plus de clarté sur les mécaniques et agrandir un sentiment de liberté intérieure, c'est-à-dire être être moins empêché par plein d'a priori, d'idées toutes faites, pour avoir un espace plus libre, un espace plus ouvert, comme quand vous étiez très jeune, en étant enthousiaste, partant, qui vivra verra, et on fera face au fur et à mesure. Pour moi, c'est ça, le sentiment de liberté dans la relation. Ce n'est pas la peur qui protège, ce n'est pas parce que j'ai peur et que j'ai des anticipations négatives que ça va me protéger. Au contraire, ça fait chuter la confiance en soi et ça colle chez l'autre des incompréhensions. L'autre, il ne vous comprend pas, parce que ce n'est pas clair en fait. Donc vos peurs se transmettent. L'autre, c'est comme du jus de chaussette, et du coup, ça crée le bordel dans les relations. Voilà. Donc, vous avez compris que ce qui se passe à l'intérieur de vous, quand vous avez déjà eu plusieurs histoires et que vous avez peur que ça se répète, les mêmes erreurs, et ben vous êtes toujours pétri, soit de l'attachement anxieux, et de l'attachement évitant. Hein, c'est ça, l'attachement anxieux, c'est oh là là, j'ai peur de m'agripper, j'ai peur d'être dépendant, je vais perdre ma liberté, je n'ai pas envie. Ou l'attachement évitant qui est, puisque c'est comme ça, moi, l'autre là-bas, un peu, mais je ne veux pas le voir beaucoup, il ne faut pas qu'il m'envahisse là. Voilà, donc je préfère rester plutôt seule et d'éviter le lien, ça c'est l'attachement évitant, et de me couper parce que je n'ai pas envie de trop m'attacher. D'accord ? Donc les deux, attachement évitant, attachement anxieux, sont à reconsidérer si vous vous traînez avec ça, parce que ce n'est pas un attachement sain, ce n'est pas un attachement sécure. Je suis en train de créer
un accompagnement en ligne justement pour se guérir de l'attachement anxieux évitant, parce que c'est tellement commun, enfin c'est tellement fréquent, et notamment chez tous ces célibataires qui ont envie de retourner au lien, ou ces couples qui sont retournés au lien, qui ont reconstruit, enfin qui sont remis en couple, mais qui sont toujours avec des attachements anxieux évitants sans forcément le savoir, ou sans forcément trouver comment en sortir. Parce que des fois, on peut se dire, ah oui, je reconnais, je suis encore dans l'attachement anxieux ou dans l'attachement évitant, mais je ne sais toujours pas comment me libérer de tout ça. Voilà. Et donc, je trouve ça vraiment important de pouvoir aider toutes ces personnes qui tournent en boucle dans les mêmes systèmes, encore et encore. Voilà. Je vais déjà aborder la question cruciale, qui est le fondement de ces attachements insécures, qui tourne autour d'un conflit intérieur entre deux parties de nous. Une partie qui a envie d'être en lien, hein, qui a envie d'être amoureux, ou qui a envie d'être en couple, d'une histoire, n'est-ce pas ? Tout simplement parce qu'on court après l'amour et qu'on aime aimer et qu'on aime être aimé. Je pense que ça, c'est simple à comprendre. C'est même un point central chez beaucoup de personnes qui pourraient me dire à la fin de leur vie, souvent quand on les questionne au dernier moment de mourir, au dernier soupir, alors qu'est-ce que tu as fait dans ta vie ? Est-ce que tu as assez aimé ? Ça, c'est la question phare en fait. Donc, comme si le sens de la vie, ça pourrait être aimer. Voilà, est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai assez aimé, est-ce que j'ai pas de regrets, etc. Donc la question de l'amour reste centrale. Vous pouvez, il y a encore des places là, regardez, il y a des chaises là-bas si vous voulez vous installer, sans faire attention, voilà, parfait. Et donc cette question de est-ce que j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être aimé, elle est cruciale. Il y a une part de nous, chez les humains, qui aspirent, pas que chez les humains, chez les animaux, enfin bon, il n'y a pas que les humains, mais les êtres vivants, on va faire large, ont envie d'aimer et d'être aimés. Alors, moi je dirais que quand on commence à gagner en maturité et en liberté, en esprit de liberté intérieure ou en sécurité intérieure, on a plus une facilité à aimer qu'un besoin d'être aimé. Le besoin d'être aimé, à un moment donné, il doit cesser. C'est-à-dire, ce n'est pas une nécessité pour les adultes d'être aimés, c'est une nécessité pour les petits-enfants. Ce n'est pas une nécessité pour les adultes que nous sommes. Donc, la question de l'amour, elle va se finaliser en être en mesure d'aimer sans se sacrifier, sans se perdre dans le lien, mais plus aimer que se faire aimer absolument parce que je ne suis plus un enfant, il faut que je sois regardée, qu'on soit attentionné à moi, qu'on me prenne par la main pour faire des tas de trucs avec moi. Voilà, ça c'est plus être aimé. Et très souvent je dis faites attention quand vous dites, ou quand l'autre vous dit je t'aime, traduisez par aime-moi. Parce que très souvent, la plupart des gens qui n'ont pas cette maturité disent « je t'aime » et en fait, c'est « aime-moi en retour, aime-moi, montre-moi que tu m'aimes, je te donne pour obtenir de la réciprocité ou de l'attention ». Donc voilà, c'est pour ça que je mets une petite nuance. Et donc je disais, il y a une grande partie de nous qui a toujours envie, qui aspire à l'amour, à vivre l'amour. Et il y a une autre partie qui est en conflit, qui a peur de se faire allumer, de s'abîmer, qui a peur d'être quitté, qui a peur de se faire manipuler, d'être trahi, de ne pas... qu'est-ce qu'il y a encore ? D'avoir des mensonges. Quoi d'autre ? Peur de quoi ? De se faire abuser. De se faire abuser, enfin voilà, des choses comme ça. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, donc vous voyez qu'il y a un conflit entre le j'ai envie et j'ai peur. Et c'est ça qui va bugger, en fait, à l'intérieur de nous. Ce conflit, ça tiraille et ça fait le grand écart. Parce que la part qui a envie, elle a envie, elle est première. Mais quand la peur ou les peurs prennent le dessus, vous allez voir que les peurs vont freiner l'élan. J'y vais pas. Oh là, j'y vais, mais non. Ou j'y vais, mais bon. Voilà, vous avez compris que c'est un conflit qui est vraiment important à examiner de très près. Tant que vous ne l'examinez pas en vous, bah, vous ne serez pas en clarté, en fait. C'est ça le truc. Donc toute la question, c'est est-ce qu'on peut aimer sans se perdre et est-ce qu'on peut rester libre tout en étant avec quelqu'un ? Voilà. Je vais vous faire un petit exercice de visualisation. Ça change.
comme vous êtes nombreux, c'est bien. Comme ça vous permet d'être en contact avec ces deux parties, j'ai envie, j'ai peur, qui nous concernent tous manifestement. Même si vous êtes bien dans votre vie, il y a de toute façon toujours une envie d'être en lien et une peur de se faire allumer, une peur de souffrir. Voilà. Alors, et en plus, c'est lié à toutes nos histoires d'enfance où quand même, souvent on a pris cher en tant qu'enfant. Les adultes, en général, ne sont jamais à la hauteur des besoins des enfants. Même s'ils sont parfois sympas, ils ne sont quand même pas à la hauteur du boulot de parents ou du boulot d'éducateur ou du boulot de prof, parce que c'est inouï ce qui est demandé pour être au service des enfants. Moi, je milite pour la cause des enfants. J'ai une sensibilité sur les enfants et je vois combien on les abîme. Même, on essaye, quand on est parent, de ne pas faire de dégâts, mais on en fait quand même, parce qu'un enfant exige énormément. C'est comme ça, ils sont tout petits, ils sont complètement dépendants, et c'est très exigeant. Bon, voilà, donc on fait en général beaucoup d'erreurs en tant que parent, et on s'en mord les doigts ou pas, mais en attendant, ça fait des dégâts sur les adultes en devenir. Bon, donc c'est pour ça que c'est important de voir toutes les peurs qui sont souvent des résultantes de nos blessures d'enfance, des trahisons de ces adultes qui étaient censés nous protéger et qui n'étaient pas à la hauteur du taf. Voilà. Donc, je vous invite pour cet exercice de visualisation, pour rentrer à l'intérieur, de fermer les yeux, pour rentrer en contact avec vous et ces deux parts, pour rentrer avec ces parts de vous. Très simplement, je vous propose de passer en revue un moment récent où vous vous êtes senti seul. Seul, mais seul, trop seul. Pas seul, cool. Seul et c'était pas cool. D'accord ? Un moment de solitude. Souvent, ça se traduit par une sensation de manque ou une sensation de vide ou une peur de finir seul. Voilà. Donc, prenez juste un moment, pas 10 moments, juste un récent où il y a eu ce creux, il y a eu ce sentiment de solitude, sentiment de séparation, sentiment de solitude, ce manque, ce creux, avec peut-être l'envie de fuir ce creux, de grignoter, de regarder la télé, de sortir faire la fête, de je ne sais pas quoi. L'envie de fuir, à la fois de sentir ça, mais de juste rester un peu focusé sur ce moment, cette sensation où vous êtes senti seul. Donc vous sélectionnez dans votre banque à souvenirs un souvenir. Une fois que vous avez chopé ce souvenir, essayez de retrouver la sensation dans le corps. Quand je me sens seule, voilà ce que je sens dans mon corps. Alors, c'est pas forcément agréable, ça peut même être inconfortable, mais juste, même si c'est à minima, juste de percevoir voilà, je suis seule parce que de là où je suis seule, je vais avoir envie du lien. Je vais aspirer à la connexion à partir de ce sentiment de solitude, souvent désespérant. Okay. Et s'il n'y a personne avec vous, il n'y a pas un amoureux, une amoureuse, vous allez avoir envie d'échapper à cette sensation de vide affectif. Et puis maintenant, bon, lâchez ça, lâchez ce souvenir et ce sentiment de solitude. Vous allez fermer les yeux toujours. Imaginez une nouvelle histoire d'amour qui commence. La 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 la. Observez ce qui se passe en vous, à l'idée d'une nouvelle histoire qui commence. Voilà, observez ce qui se passe en vous. Est-ce qu'il y a une excitation ? Est-ce qu'il y a une appréhension ? Est-ce qu'il y a une tension ? Est-ce qu'il y a tout ça à la fois ? Est-ce qu'il y a de la peur ? Est-ce qu'il y a de l'envie ? Est-ce qu'il y a plus de peur que d'envie ? Voilà, juste observer sans jugement. Voilà.
Une nouvelle histoire d'amour commence à l'horizon. Comment je suis, qu'est-ce que je me dis aussi, quel est le dialogue intérieur que je me crée à l'idée de partir dans la nouvelle relation. Qu'est-ce que je me dis sur moi, qu'est-ce que je me dis sur l'autre. Et probablement, vous allez conclure comme moi que le manque, l'aspiration à faire lien, à faire un couple, enfin à faire la connexion, et la peur coexistent en même temps. Voilà. Quand vous avez fini, vous pouvez rouvrir les yeux et puis noter dans votre esprit ou sur un cahier ou comme vous voulez 3 mots ou un mot ou 2 mots qui définissent la peur, la solitude. Vous vous rappelez le premier moment, je vous ai dit retrouver un souvenir récent, vous étiez seul, etc. Donc des mots qui définissent cette part de vous qui se sent seul. Et un ou 2 mots pour l'amour à venir. Ce sont les vôtres. Ça y est, vous avez trouvé un ou 2 mots pour l'un, un ou 2 mots pour l'autre. Alors, qui a envie de s'exprimer? Oui. J'ai pensé. Oui, là on examine, je reviens, on examine le conflit entre j'ai envie, j'ai peur. On va le refaire tout à l'heure, mais c'est vraiment intéressant. Par rapport à la solitude, oui, ressenti un sentiment de vide et d'anxiété. Et par rapport à l'idée de me remettre en couple, de la joie et de l'enthousiasme. Et finalement, j'étais surprise de ne pas y voir de la peur. Ah, ouais, agréablement surprise. Tant mieux. Guérie, ça y est. Oui, oui, tant mieux. Alors, d'autres témoignages contradictoires. Quelqu'un d'autre? Monsieur. Non, mais j'ai exactement noté les mêmes mots. Ah, quelqu'un d'autre. Attends, toi après. Concernant alors, attendez, prenez le micro parce que moi, il faut que je sois là-bas. Je ne veux pas être partout. Concernant la solitude, c'est abandon. Et concernant la deuxième partie optimiste, c'est projet. Projet, ok. L'idée de faire un projet en couple. J'ai envie de faire un projet en couple. Oui, c'est tout ce que ça peut concerner sur tous les sujets. Faire des projets, ouais. Ok, donc oui, souvent les personnes ont la représentation que être en relation amoureuse, être en couple, c'est faire des projets à deux. Ok, faites passer quelqu'un d'autre à côté, n'importe qui. Oui. Moi, c'était vide, déconnexion et paniqué même. Et après, sinon, je me sens animée de l'excitation, mais il y a aussi de la peur. Ok. Bon, bah super. Alors, Sophie, comme tu es là, c'est très bien. On va faire un deuxième exercice pour que vous puissiez voir comment ça se joue, ces deux parties. Pas quand tout va bien, voilà, je suis tranquille à l'idée de repartir en relation. Attends, vas-y, viens. Alors Sophie, je t'invite à venir là. On va voir ça de manière plus précise. Sophie qui est d'accord de venir travailler sur ces deux parts, sachant que la plupart... merci Sophie, tiens, viens là. Alors, donc là, ça va être... attends, prends le micro. Ouais, voilà. J'ai envie rouge et j'ai peur ici. Sachant que la plupart des gens, quand ils retournent au lien, ils ont quand même ça. Même si tu dis tout à l'heure, oui, je suis quand même enthousiaste, nanan. Il y a quand même des parts en nous qui, quand elles ont chuté, se sont abîmées dans le lien auparavant. Elles n'y vont pas comme ça. J'y vais, je saute à joie, avec joie. Il y a quand même des parts qui freinent en fait. Bon, alors donc là, tu es dans j'ai peur. Donc, ma consigne, c'est de te laisser exprimer spontanément tout ce que dit. Tu rentres dans la partie qui a peur de repartir dans le lien et tout ce que ça dit en toi, comme ça te traverse spontanément en disant je. Donc, tu deviens cette partie. J'ai peur. Alors, j'ai peur de retrouver quelqu'un où ça ne va pas forcément le faire, où je vais être... déçue, où je vais croire en mes rêves et au final la réalité elle va me rattraper, où je vais voir des défauts en me disant mon Dieu ça va pas passer,
Ou il y a plein de choses. Ouais, j'ai peur que ça me corresponde pas, que ça soit pas en adéquation avec mes envies, mes valeurs. La personne, forcément, au début, on connaît pas vraiment. Donc, je me dis, bon, ben, voilà, il me dit ça, mais est-ce que c'est la réalité? Je suis tombée souvent sur des gens qui disent qu'ils sont quelqu'un, au final, ils le sont pas. Donc, ou alors pas comme moi, je le suis. Peut-être qu'ils le sont à leur manière, mais pas la mienne. Donc, c'est quoi l'exercice? Je continue de dire Oui, j'ai faut peur. plutôt Oui, être, oui, c'est intéressant. un- Donc là, ce que j'entends, si je reformule, c'est j'ai peur d'être désenchantée, d'être déçue, que finalement, je pourrais me tromper sur les belles promesses Ouais, voilà. ou ce que je vois ou ce que j'entends au départ Mm. et que finalement, l'autre n'est pas si fiable que ça. C'est ça que j'entends en fond. Est-ce que c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. C'est que mon monde, voilà, j'ai des valeurs, des idées, une manière de vivre, et que l'autre va me dire, bah oui, je rentre carrément dans le cadre. Enfin, c'est un peu les trucs de drague là où du coup, on est là. Ouais, l'autre il dit tout le temps, ah oui, 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 oui. Puis au final, dans la réalité, ah ben au final, Ok. pas du tout, quoi. Donc, tu as peur d'être manipulé, quoi, que l'autre te raconte des salades. Un peu, ouais. Te montre une belle image Voilà, qui c'est n'est une pas, belle image qu'il qui est ne pas, ou qu'il a envie correspond pas. d'être, mais qu'il est pas en fait. Voilà, C'est qui plutôt ça. ne C'est correspond pas au souvent, réel. Ok. Ou qui se connaissent pas assez en fait. Il se connaît pas assez, donc du coup, il croit être quelqu'un et qu'il est pas en fait dans la réalité. Qui donne une image Ouais. qui n'est pas vraiment celui qu'il est. Ouais. Je donne une image pour me faire aimer, Mm. mais je ne suis pas authentique. Est-ce Ouais, que voilà. c'est ça qui Exactement. te... Ok, très bien. Parfait. Alors maintenant, bah, merci. Donc tu passes dans la part qui a envie de repartir au lien. Alors déjà, comment tu te sens quand tu changes de chaise? Ah bah c'est pas pareil là, du coup oui, il y a l'excitation, il y a on parle du début quoi, Ouais, l'idée de repartir au de lien. repartir en lien, bah, un peu l'excitation, ouais, de l'envie de découvrir un nouveau monde, parce que pour moi voilà, la personne c'est un nouveau monde en fait, et du coup c'est génial, on fait ci, on fait ça, on va aller là, enfin oui, beaucoup d'excitation, d'envie, mais à un moment donné, il y a aussi de la peur quand même. Alors tu reviens là. Reparti là. Hop. Là, ça reste pas longtemps là. Hein. Ouais. Ça reste quelques secondes. Hop, Zut. Non, mais il y a un peu de la peur, ouais. C'est parce qu'il y a l'excitation, l'envie et tout, mais en même temps, non. Mais là, par exemple, ça va être la peur de. Par exemple, si c'est vraiment génial de me dire, mince, ça se peut, tu vas déplaire, ou peut-être que. Toi, tu vas Ou déplaire? toi, voilà, commenter. Moi, j'aime bien être authentique, donc je vais dire cache mes défauts, en fait, et du coup, je me dis peut-être ça va déplaire, et du coup, de perdre le lien, en fait. Voilà, j'ai la peur de ça, là. De perdre le lien? De perdre le lien parce que je lui corresponds pas, en fait. Non, pas parce que je lui corresponds pas, parce que mes défauts parce qu'il n'est pas dans un amour inconditionnel à me prendre avec mes défauts, quoi, voilà. Tout à fait. C'est tout à fait bien dit et c'est tout à fait réaliste. Que personne, et d'ailleurs je te le confirme, aucun être humain sur Terre, même le plus chouchou, Ah ouais. ne sera capable de te prendre tout le temps, de t'aimer tout le temps comme tu es. Parfois oui, et souvent non. Sauf si vraiment il s'est habitué à te connaître sous tous tes défauts et que voilà, c'est pas très grave en fait, que c'était acceptable avec tes défauts. Parce que alors ça c'est possible, mais ça c'est un long chemin. On peut prendre l'autre avec ses défauts que si et seulement si on n'a pas forcément, on met pas tout sur le lien, on n'a pas beaucoup d'attentes sur le lien du couple. Enfin, on n'attend pas trop. Voilà. Et à ce moment-là, c'est un peu égal que l'autre ait des défauts. Parce que y a moins d'attentes, donc moins de déception. D'accord? Ok. Donc en fait, il faudrait l'attendre. Voilà. Conclusion, qu'est-ce que dans ce conflit entre j'ai envie, j'ai peur, qu'est-ce qui est la part qui est la plus prégnante, puissante? Non, j'ai quand même plus envie de lien quand même, mais j'ai pas envie de me perdre dedans. Voilà, mais okay. Voilà, mais après je suis bien dedans, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de. En fait, je veux pas m'arrêter, quoi.
t'arrêter. Style, à cause de ma peur. Je vais pas m'arrêter, couper le lien et me dire non, j'ai trop peur, j'y vais pas en fait. J'y vais, je vais tester, je vais aller au bout du truc pour voir si vraiment c'est cool, quoi. Et qu'est-ce qui te permettrait d'avoir moins peur? Que l'autre soit authentique. Oui, ça peut être un des critères. Sauf que tu as dit une chose, tu as dit que parfois il joue à être authentique ou il ne sait pas être authentique ou qu'il donne une image à voir tout en pensant être authentique, par exemple. Oui. Donc ça... c'est un problème. Les personnes qui n'arrivent pas à être authentiques ou qui ne peuvent pas l'être, parce que c'est plus important de donner une image à voir et qu'elles ne sont pas conscientes de l'image qu'elles donnent à voir aussi, pour se faire aimer. Donc, qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu es prête à accepter? Parce que c'est ça, c'est ce que tu as demandé. Tu as dit, j'aimerais que quelqu'un accepte mes défauts et qu'il ne parte pas en courant dès qu'il voit que je ne fais pas tout ce qu'il veut, comme il veut, à l'heure qu'il veut. Oui, mais par exemple, ok, mais je veux bien accepter ses défauts, mais quand c'est tout le temps dans le sens où l'autre est complètement dans sa tête, dans un délire, en fait, et pas dans la réalité, à un moment donné, j'ai un peu du mal avec... c'est un peu trop se mentir, en fait. Ouais, t'as des gens t'as pris des mecs qui étaient dans des délires et qui est pas. Non, mais dans le sens que ils vont dire que mais si ils ont envie, ils sont hyper, je sais pas, spirituels, ils font plein de... et au final pas du tout, quoi. Il y a rien en fait. Oui, tu veux dire qu'il y a un décalage entre la théorie, le beau discours et ce qu'ils incarnent, la congruence en fait. Il y a un problème de congruence, c'est ça? Oui, est-ce que tu peux accepter, de nouveau, parce que tu as dit que tu cherchais à être accepté dans tes défauts, que nous ne sommes pas toujours congruents entre nos belles paroles, nos intentions et nos compétences d'incarner ce que l'on dit? Ouais, non mais oui, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, si les valeurs, elles sont trop éloignées, oui, ça c'est sûr. Ça tend et ça casse le lien, en oui, fait. Oui, c'est ça ça le problème. Sûr. Ça, c'est encore un autre point. L'éloignement des valeurs. Mais tu vois, parce que je peux accepter plein de choses, mais comme je dis, quand c'est trop éloigné, c'est là où ça casse en fait. Oui. Mais c'est vrai que du coup, faut être, si j'ai envie d'être, donc il faut que j'accepte aussi que voilà, j'ai des défauts qui peuvent rebuter ou je sais pas. Oui, c'est ça. Oui, je pense. Voilà. Oui, c'est tout à plutôt fait. ça qu'il faudrait que j'accepte. C'est ça. Là, il y a des choses qui, effectivement, pour tous les couples, quand il y a un éloignement des valeurs, ça, vous ne pouvez pas savoir. Vous commencez une relation avec quelqu'un qui est aligné sur les mêmes valeurs parce que voilà, vous êtes sur la même longueur d'onde. Et puis les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis nos valeurs, on évolue différemment, on n'a plus les mêmes goûts, les mêmes envies. Et voilà. Est-ce que je continue à rester dans ce lien? Ou est-ce qu'il y a différentes manières de négocier cette affaire aussi, tu vois? Ça pourrait être très bien, on a moins de trucs à partager ensemble parce que nos goûts diffèrent, ou nos valeurs, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on garde le bon de la relation quand même et on ne partage pas tout ensemble? Tu vois, c'est possible aussi. On fait moins de choses ensemble qu'avant et ça peut être aussi une négociation différente, tu vois, de continuer le chemin sans partager tout ce qu'on n'a plus envie de partager ensemble puisque nos goûts se sont différenciés en fait. Oui, mais quand on vit ensemble et que par exemple, je sais pas, il y en a un qui est végétarien et l'autre non, quand l'autre est, à un moment donné, ça devient, on fait à manger séparément, on fait nos soirées séparément, on fait la musique. C'est pour ça c'est vraiment des questions. Vous pouvez vous poser. Est-ce que c'est aujourd'hui d'actualité que nous partagions la même maison avec ses problématiques de rythme ou de cuisine? Ou est-ce que c'est pas mieux de se mettre dans 2 maisons différentes et qu'on se voit moins? Tu vois, ça peut être aussi des négociations de comment on peut aménager ou pas. Ou est-ce que c'est pas possible? Tu vois, il y a une réflexion sur le fond. Qu'est-ce qui permettrait de continuer cette relation qui serait acceptable pour nous deux sans que forcément on se prenne le chou tout le temps parce qu'on est trop différents? Là, l'idée, c'est pour que ta chaise, la chaise qui est « j'ai envie d'être en relation », soit moins imprégnée par « j'ai peur qu'on soit trop différent à la fin, qu'on n'ait plus les mêmes goûts, que ça va être trop compliqué. » Il faut que je réduise le fait de me dire « bah oui, j'aurais peut-être pas une vie de couple lambda à 2 dans une même maison et du coup plutôt séparés. Voilà. Et je pense que c'est mieux, parce que je me sens mieux seule quand même des fois. » Il faut le dire. Que
qu'à deux, au bout d'un moment, je me sens étouffée. Et c'est vrai que deux maisons, bah voilà. Après, c'est un coup aussi. Et bon, bref, il y a tout un truc. Oui, c'est ça. Après, c'est à voir qu'est-ce qui est mais ça dépend de chaque personne avec qui tu relationnes. Il y a des personnes avec qui c'est plus fluide parce qu'ils te ressemblent plus, et d'autres où c'est plus compliqué parce qu'ils sont plus loin de tes valeurs. Pour autant, ça ne veut pas dire que la relation n'est pas belle à vivre. Mais ça peut être intéressant de voir comment tu peux générer une négociation entre mon univers, ton univers, et pas forcément partir sur un couple tradit ou un couple à distance. Ou, tu vois, et tout bouge tout le temps. Ça peut évoluer dans un sens, repartir dans un autre sens. Voilà. La part qu'a peur... Oui, merci Sophie. Oui, je veux bien que tu me remettes la caméra en face. La part qui a peur en général, elle a souvent peur dans un imaginaire. Vous avez vu qu'il y avait... Bon, j'ai travaillé avec la part qui avait peur, mais elle a souvent beaucoup d'imaginaire négatif puisqu'elle a peur. Hein. C'est ça la peur. Hein. C'est je pars dans des anticipations négatives. J'imagine le pire. Vous avez vu que la peur anticipe la catastrophe. Donc, ça va chuter. Et c'est fait pour, la peur, elle est là pour ça. Elle est là pour nous protéger. Mais en fait, elle ne nous protège pas tant que ça parce qu'on ne vit pas les choses. On est dans l'imaginaire. Donc, tant qu'on n'a pas la personne en face et qu'on ne négocie pas avec elle au fur et à mesure, elle ne protège de rien, la peur. C'est ça qui est intéressant de voir. On se fait des films, en fait. On se raconte des histoires, comme je dis souvent. Donc, ce qui est important, c'est de voir comment vous vous effrayez trop tout seul et que quelque part, il n'y a pas de réalité, puisque vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas en réel dans la relation. Vous anticipez plein de trucs qui peut-être n'arriveront jamais. Ou pas, ou si ça arrive, après vous verrez au fur et à mesure. Ça, c'est d'une chose sur la peur. Et puis, tu avais la peur aussi tu sais, ce qui va créer l'attachement évitant, qui est je vais me faire manipuler, l'autre va me montrer une image, il va me raconter des salades, même lui, il ne sait pas qu'il raconte des salades. Et après, voilà, ça va me mettre dans ces piégeux. C'est ça que tu as dit. Donc ça, c'est des histoires... vécu, hein, c'est avant il s'est passé ça, ou il y a eu des histoires d'abus dans l'enfance, ou des choses comme ça, ou d'emprise. Et donc ça, c'est la blessure initiale. On m'a trahi, on m'a abusé, j'ai peur de me faire abuser à nouveau. C'est pour ça que je tiens au drapeau authenticité, qui est la stratégie anti-abus pour Sophie, voilà, et qui ne marche pas forcément, puisque tu as vu qu'il y a certaines personnes qui aimeraient être authentiques, mais qui n'y arrivent pas, ou qui ne sont pas congruents. Et voilà, pourquoi ? Parce que les êtres humains sont beaucoup plus ambitieux et imparfaits que ce qu'ils peuvent. Enfin, ils prétendent à beaucoup de choses, et en fait, on n'arrive pas à tant que ça, tu vois, tous. Hein. Bon. Hein ? Pour plaire à l'autre, on peut se méprendre sur nous-mêmes et séduire, qui est une stratégie de manipulation, et séduire et se raconter à soi-même des salades et en raconter à l'autre. On met là. Bon. Vous connaissez les violons. Voilà, donc c'est quand même intéressant de voir comment je navigue. Et donc faites-le à votre tour, hein, à chaque fois que vous imaginez repartir dans une relation, mettez-vous sur la chaise des peurs, pour remettre, là, quand j'ai commencé à discuter avec la partie qui a peur, j'ai remis un moi adulte, une part adulte qui raisonne, qui réfléchit, qui analyse la part qui a peur. Ici, c'est chouette parce qu'il y a une part qui est enthousiaste quand même, qui a envie du meilleur. Mais c'est important de remettre de l'adulte, de l'état du moi adulte aux commandes, pour pas que la peur prenne tout le pas. Parce que quand elle vous envahit, comme j'ai dit, elle va freiner. Tu vois, imagine avec cette part à peur, dans ton système, tu risques de vite te dire assez vite, ah mais il n'est pas assez authentique, ou il me raconte encore un crack, j'en ai marre des beaux discours, comment ça va se terminer, tu vois, un truc comme ça. Au moindre signe, tu vas commencer à voir les warnings et non. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est important vraiment d'être en contact avec la part qui a peur et qui dit quelque chose de vécu et qui n'a pas envie de retomber dans les mêmes pièges, de répéter quelque chose.
Je vais continuer sur ma lancée pour parler des peurs de retourner au lien, hein, des autres peurs, parce que là on a vu Sophie, mais on pourrait prendre chaque personne qui dirait autre chose de ses peurs, puisque tout le monde n'est pas comme Sophie. Je dirais que quand aussi pour les enfants, on parlait d'abus qui ont été mis au placard, qui ont été maltraités, dont on n'a pas pris soin, l'enfant en construction va mettre sa personnalité au placard. C'est-à-dire qu'il va, son identité, sa personnalité spontanée, joyeuse, qui a de l'élan, de la vitalité, va partir à la cave, au placard. Hein, ce qu'on appelle l'enfant spontané, l'enfant libre va être mis au placard. Et donc, il va se couper souvent de ses ressentis et ses émotions, et ce qui va générer un attachement distant après, en grandissant, un attachement évitant, un attachement de façade. Je fais genre tout va bien alors qu'en fait ça ne va pas, ou je joue au gentil, voilà, je fais un smile, mais en fait je ne dis pas quand je suis en colère ou quand je suis fâchée ou pas d'accord, etc. J'ose pas dire non. Donc, personnes qui sont évitantes dans la relation et qui répètent ça, elles s'en rendent souvent pas compte, elles normalisent cette affaire et en fait elles ne voient pas que c'est une construction. C'était leur manière de survivre à une ancienne époque et qu'elles continuent de se protéger, de se préserver en faisant toujours de la même chose, en étant toujours dans une certaine distance, une certaine méfiance, ou avec une posture du gentil garçon, de la gentille fille qui ne veut pas être méchant, violent, surtout quand les adultes étaient méchants et violents. Donc il se dit, moi en grandissant, jamais je serai méchant, je serai un gentil, je ne serai pas un violent, à bas la violence. Évidemment, ça va stocker, ça va bricoler au niveau de la colère et c'est quelqu'un qui ne va pas oser dire non, mais qui va du coup devenir souvent un évitant. J'évite la relation parce que j'ai peur de décevoir ou de dire non, etc. Donc je ne vais même pas y aller. Moi, j'avais quelqu'un ce matin qui est venu me voir en consultation, qui était dans cette affaire, et qui a ce « j'ai envie, j'ai peur ». J'ai vraiment envie d'avoir des projets en couple, hein, c'était vraiment ça. J'ai vraiment envie, ça me ferait tellement plaisir, ça me manque d'être en couple. Alors les exemples qu'il me donnait, c'était oui, mais tu sais, quand on se prend dans les bras, là, comme nanana, c'est la nuit, c'est trop bien, et on a des projets, et on fait des choses ensemble, et c'est tellement chouette et tout ça. Alors ça, c'est la partie qui avait envie. Et la partie qui avait peur, elle me dit oui, mais je me fais pas confiance. Alors pourquoi tu ne te fais pas confiance ? Parce que j'ai peur que l'autre ait trop d'attentes. Hein. Les évitants, souvent, ils ont peur que l'autre a des attentes, trop d'attentes, et qu'il va se forcer, qu'il va perdre sa liberté, qu'il va devoir être gentil, hein, aimable, voilà, au service d'eux, répondre aux attentes de l'autre. Donc du coup, ça va manquer d'authenticité, parce que si j'imagine que je dois tenir une posture de gentillesse, d'aimable, ben, je vais avoir une façade d'adaptation. Donc je ne vais pas dire dès le départ ce que je pense tout haut, je ne vais pas être claire. Pas dire, bah écoute, là c'était, là concrètement, c'était, j'ai pas osé dire à cette femme qui avait envie de démarrer une histoire avec moi, qu'en fait, pour l'instant, je ne sais pas où je crèche, je sais pas, j'ai envie, mais bon, j'ai plein de peur, et puis je ne suis pas sûre que j'ai vraiment envie de m'engager, voilà. J'ai envie de ne pas perdre ma liberté, j'ai pas envie de tout faire avec l'autre, mais je la connais même pas, hein, c'est juste qu'elle était intéressée par moi. Et rien qu'à l'idée de devoir faire face à tout ça, il est même pas allé, enfin, il est complètement, j'y vais pas, allez hop, je dis j'y vais pas, avant de démarrer. Donc on voit comment là, dans cet exemple, la partie qui a peur, elle a pris le dessus. Et qu'après, il se culpabilisait en disant oui mais quand même... oh là là, je vais finir par finir seule, et puis bon, quand même, je devrais être authentique, mais j'y arrive pas. Parce que je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas été dès le départ, dis la vérité. Dire, écoute, moi je te promets rien, je veux bien passer 15 jours avec toi, mais bon, je ne sais pas si j'aurais envie de faire l'amour avec toi, je ne sais pas si j'aurais envie de m'engager avec toi, je ne sais pas si je vais avoir envie de tout faire avec toi. Ça, c'est sa vérité. Moi, il me le dit à moi, mais moi je suis une amie. Je suis bah, c'est à la fille directement qu'il faut lui dire, pas à moi. Et voilà, et donc... c'est cette image de gentil garçon, cette posture de je ne veux pas décevoir, je ne veux pas être vue comme quelqu'un qui est brutal, qui est méchant, pour lui c'était violent de dire ça, il est gentil. Il m'a dit quand quelqu'un me donne de l'amour, comme ça, gentiment,
je ne vois pas pourquoi je ne serais pas gentille. Je serais pas... Voilà, c'était son truc. J'ai dit, ben, l'autre te donne de l'amour, pour autant, ça ne veut pas dire que tu dois jouer au gentil. Il y a écrit gentil, je ne dois pas être méchant, je ne dois pas décevoir, je ne dois pas dire la vérité. Ça n'a rien à voir. Donc, à ne pas oser dire non, à ne pas oser se positionner, ben forcément, il crée le problème. Et donc, il se prive de relations par anticipation, que ça va être compliqué, qu'il va falloir se forcer, etc. Donc, vous voyez que là, dans cet exemple, qui est un bon exemple, vous avez à la fois l'attachement évitant en surface, et derrière, l'attachement anxieux, qui est « j'ai peur d'être dépendant ». Parce que ça a déjà été le cas, et je ne veux plus me retrouver, c'était le cas dans son histoire, je ne veux plus me retrouver dépendant d'une femme, parce que j'ai morflé, et je n'ai pas envie de m'adapter, de me suradapter, de faire des tas de choses où je me trahis moi-même quand je fais ça. Donc c'était légitime qu'il n'ait plus envie de se trahir, mais par contre, ça continuait de bricoler, parce qu'il savait qu'il devait être authentique dès le départ, et il n'y arrive toujours pas, parce que... Et je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je ne sais pas, c'est pas très clair. Parce que pour moi, dans mon hypothèse, c'est parce que l'image de Marc, je me suis construit sur une image d'un mec bien, et quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui ne déçoit pas, qui ne blesse pas, qui ne contrarie pas, surtout quand l'autre est chouchou. C'est vrai qu'il n'y a pas de bonnes raisons, mais il n'y a pas besoin d'avoir des bonnes raisons pour dire la vérité, pour dire ne pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Voilà. Donc, c'est un bon exemple de peur à retourner au lien. Vous devez peut-être vous sentir concerné par ces trucs-là, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, c'est des peurs imaginaires, de nouveau. Je suis submergée par mes peurs avant d'avoir démarré quoi que ce soit. Et donc, je pense à la place de l'autre, puisqu'elle n'a même pas parlé. Elle ne lui avait rien demandé, elle n'a même pas eu le temps de parler, la fille. Elle dit non, j'y vais pas. Elle n'a même pas démarré la relation. Donc, on pense à la place de l'autre, on réagit à la place de l'autre, on se substitue à l'autre. C'est extrêmement malsain. Ce n'est pas un attachement sécure, ça. Ça, c'est encore un attachement insécure. Voilà. Donc, ces peurs nous font nous comporter de façon excessive, et elles nous mettent en prison, même si on a des bonnes intentions de ne pas décevoir, de ne pas être méchant, d'être aimable, etc. Et voilà. Et donc, quelqu'un a dit dans l'Assemblée tout à l'heure quelque chose d'assez pertinent. Si j'arrive dans la relation en attendant moins, mais pas en attendant rien, j'ai plus de chances d'être moins déçue. Et on l'a vu aussi dans l'exemple avec Sophie. Si tu as moins d'attentes que l'autre soit parfait, c'est-à-dire qu'il soit congruent, qu'il soit authentique, qu'il ne te mente jamais, qu'il ne te manipule jamais, si tu as moins d'attentes parce que tu reviens au petit humain médiocre que nous sommes tous, en fait, quelque part. C'est-à-dire notre incompétence à prétendre être ce qu'on voudrait être. Voilà. Et toi-même est concerné, on est tous concernés par le fait qu'on voudrait tellement être au-dessus de la mêlée et qu'en fait on n'y arrive pas. On voudrait être authentique, on ment, on voudrait parfois, on voudrait ne plus manipuler, on manipule. Bon bref, on fait tout l'inverse souvent de ce qu'on prétend, et parce qu'on a une partie de nous qui n'y arrive pas, parce qu'on est imparfait, donc on est limité. Donc des fois on y arrive et souvent on n'y arrive pas. Voilà. Donc on redescend un peu dans l'humilité. Et c'est un principe, l'humilité, et ça aide beaucoup pour accepter l'autre à l'endroit où il est, par empathie, parce qu'on peut comprendre que l'autre ne peut pas faire mieux à ce moment-là, qu'il est coincé dans ses peurs. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arriver à nos intentions excellentes? Parce qu'on est coincé dans nos peurs. Donc, j'ai peur de ne pas arriver à draguer Sophie, et donc je donne à voir, je ne veux pas la décevoir, je donne à voir une belle image que je me suis construit moi-même, d'ailleurs, que je me raconte plein d'histoires comme quoi je suis quelqu'un de ceci, cela, de courageux, non, je ne suis pas menteur, je ne suis pas manipulateur, je suis spirituel, je suis tutti quanti, et tu vois que dans les faits, ça ne tient pas la route. Souvent, ça ne tient pas la route, comme nous tous. Mais peut-être qu'il y a une acceptation profonde de ces limites, et de la médiocrité que nous portons, ou de la violence que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes, qui est moins prétentieux. C'est une posture moins prétentieuse que d'imaginer qu'un jour l'autre sera parfait, ou toi aussi d'ailleurs. Voilà. Ce qui aide à avoir une acceptation un peu plus profonde et plus d'empathie sur ton partenaire qui va bugger en fait,
qui va te dire un truc un jour et le lendemain, il ne va pas tenir ses promesses. Ça, c'est un exemple que je donne parce que Sophie en parlait, mais voilà. Donc, quand vous avez cette lecture, ce qui augmente l'empathie, qui est de voir les limites de chacun et la prétention de chacun d'entre nous qui voudrait être parfait, ça calme un peu. Ça permet d'augmenter l'attachement sécure et la sécurité intérieure, qui fait que je ne dépends pas, je ne fais pas dépendre de l'autre mon bien-être. C'est pas parce que l'autre m'a raconté des salades que je vais lui en vouloir pendant 107 ans. Je ne suis plus une enfant, il me trahit, oui, mais et alors? Il ne peut pas ne pas me trahir, il ne peut pas ne pas me séduire, il ne peut pas ne pas me manipuler. Bon, qu'à cela ne tienne. Je ne suis pas obligée d'avoir des attentes de dingue, je n'ai pas besoin de tout attendre de la relation non plus. Donc si j'ai moins d'attentes, je suis moins déçue. Je prends beaucoup plus l'autre comme il est, parce que ma vie m'intéresse davantage, hein, ça c'est l'amour de soi, qu'il fasse, que je scrute s'il fait bien comme je veux, s'il répond à mes attentes, s'il fait tout parfait, et que là j'ai tout checké, tu vois. Voilà, mais ça c'est un chemin. Vous pouvez réagir, hein? J'ai une question. Ah, vas-y. Hop, attends, vas-y. Sans micro. Merci. Est-ce que on n'a pas aussi moins de spontanéité quand on avance dans l'âge aussi parce qu'on est engagé, on a une maison par exemple, donc qui sait qui va faire le pas d'aller vers l'autre, on est bien chacun dans notre chez-soi, personne n'a envie de renier. Enfin, est-ce que c'est pas un empêchement à aller vers l'attachement? Parce qu'il y a trop de confort dans ta petite maison et dans ta solitude, c'est ça? Qui va faire le choix de quitter son confort pour aller, je sais pas, occuper l'espace de l'autre quelque part, un peu l'envahir Là, aussi, oui, là, tu poses une question qui est une présupposition qui est si je repars dans la relation, alors je vais faire un couple traditionnel en me mettant sur le même territoire. Est-ce que c'est ça que tu es en train de dire? Il peut y avoir différentes phases dans la relation. Il peut y avoir une phase où chacun vit chez soi, mais à un moment donné, le fait d'aller rejoindre, enfin, quand on est jeune, en tout cas, on n'a rien à perdre, on y va, on vit ensemble. D'ailleurs, on n'a pas de maison chacun, forcément. Et là, au stade un peu plus avancé, on est chacun chez soi. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chez l'un, chez l'autre? Est-ce qu'on va s'installer dans un nouveau chez soi? Enfin, est-ce que c'est pas une complexité encore Tu sais, les situations sont neutres, elles présentent toutes les avantages et les inconvénients. Quand tu es jeune, souvent c'est au service de la reproduction. Hein, on se met ensemble pour faire une famille sous le même toit. Il y a parce que c'est moins onéreux, mais c'est aussi parce que souvent c'est parce qu'on veut faire des enfants et que évidemment c'est mieux d'être sous le même toit pour élever des enfants. Ça va un peu de soi, mais c'est souvent comme ça. Après, souvent aujourd'hui, en tout cas dans les pays plutôt riches comme l'Occident, la modalité est celle-là, c'est-à-dire chacun chez soi et Dieu pour tous. Tu vois, on n'a pas forcément envie de se remettre sous le même toit. Il y en a qui le font, hein, qui font ce qu'on appelle des familles recomposées, mais majoritairement aujourd'hui ce n'est pas ce qui est choisi. Ce qui est choisi, c'est on reste chacun chez soi et on se voit un coup chez toi, un coup chez moi, un coup chez toi, ou que chez toi ou que chez moi, enfin bref. Ça dépend aussi de la distance géographique. Donc ça c'est un choix qui est quand même normé aujourd'hui par les couples de deuxième génération, enfin ceux qui ont déjà fait les fameux céréales monogames. Hein. Et il y a des avantages et des inconvénients. Donc il peut y avoir des avantages certains parce que les célibataires qui ont appris à vivre seuls et à être à leur rythme n'ont pas envie de perdre cette liberté et cette écoute, je veux dire, d'être bien avec eux-mêmes et pas forcément de faire des compromis dans tous les sens. Donc il peut y avoir cet avantage qui est on ne revit plus ensemble avec l'autre parce qu'on n'a pas envie de faire des compromis partout. Je mets un bémol quand même, je vous le dis, parce que quand on est capable de mettre ses limites de manière claire, on ne se fait pas envahir par l'autre sur le même territoire. Voilà, ça c'est une compétence à avoir. Beaucoup de personnes ont beaucoup de mal avec les frontières. Là, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de cet homme qui ne sait pas dire la vérité, c'est-à-dire se positionner brutalement, mais c'est pas méchant, mais c'est dire voilà où j'en suis, ça c'est ok, ça c'est pas ok, ça je veux bien partir avec toi, mais peut-être que je ferai pas l'amour avec toi. Ben, pourquoi tu l'as pas dit? Tu peux le dire. Voilà, donc c'est ça. Je dis, c'est ça mettre des limites, c'est dire clairement ton positionnement à chaque instant. Si tu n'es pas en mesure de le faire, ça va être compliqué parce que tu vas aller chez l'autre, tu ne te sens pas chez toi, ou tu vas dire oh là là, mais je ne vais quand même pas lui dire que là j'en ai marre, ou là j'ai pas envie de partager tout avec elle, ou je veux revenir chez moi, enfin bref. Ça va bricoler. Là, si tu parles de la complexité.
Et c'est pour ça que les gens, souvent, ces couples-là n'ont plus envie de se remettre sur le même territoire parce qu'ils ne savent toujours pas mettre des limites. Donc il y a cette histoire de perdre sa liberté. Si je vais retourner au couple sur le même territoire, je vais devoir faire des compromis, je vais devoir me forcer. J'ai pas envie, j'ai donné. Il y a ça qui est derrière, qui va donner plutôt le côté évitant. Et tellement à force d'éviter que le lien, bon, tu vois, c'est jamais tout ou rien. C'est à force d'éviter le lien, qu'est-ce qui reste, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Oui. Alors attends, je laisse parler, puis après je te donnerai la parole. Ça semble effectivement plus simple de chacun vivre chez soi et de partager des moments. Mais à quel moment on recompose plus? Je sais pas. Enfin, ouais. Ça doit être des ajustements entre chaque partenaire, hein, parce que chaque couple est différent, chaque couple est à réinventer. Il n'y a pas de baguette magique pour dire il faut faire comme ça ou il faut faire comme ça. Chacun doit réinventer son couple et le réajuster au fil du temps. Par exemple, vous pouvez décider pendant une certaine période de fonctionner comme ça, chacun chez soi, et puis à un moment donné de dire on va essayer de se rapprocher, on va se mettre sur le même territoire à condition qu'on soit deux personnes autonomes et qu'on sache mettre des limites, hein, qu'on ne se force pas à faire des trucs pour l'autre. Et que quand même, comme elle a dit Sophie, qu'il y ait suffisamment de valeurs communes pour que ce soit fluide, parce que si vraiment on se met sur la tête tout le temps, parce qu'un se couche tôt, se couche tard, l'autre mange vegan, l'autre mange je sais pas quoi, ça va être l'enfer. Donc je vois pas trop l'intérêt de se pourrir la vie non plus. Mais voilà, donc ce sont des ajustements, on parle d'ajustements créateurs, mais le mieux c'est d'éviter de faire des anticipations de dingue et plutôt de parler avec le partenaire et d'ajuster au fur et à mesure. Tu vois, parce que tout peut bouger encore, c'est pas fixe en fait, hein. Après, c'est vrai que la plupart choisissent plutôt des modèles chacun chez soi. Et ça présenterait manifestement plus d'avantages pour beaucoup que de se remettre ensemble à partager le linge, le machin, la cuisine, le tout ensemble. Ouais, tu veux dire quelque chose et après, ouais, vas-y. Alors moi, je partage entièrement ce que vous venez de dire, mais quand on est une femme et qu'on a 80 ans bientôt comme moi, comment on fait pour sortir le soir ? Parce que moi, j'ai été agressée 2 fois. Alors effectivement, je connais toute la musique. Moi, j'habite Perpignan. Mon mari habite Montpellier. Donc déjà, il y a le système de 150 km. Donc évidemment, c'est pas facile. Bon, alors évidemment, c'est pas simple. Il faut s'intégrer dans l'autre dans l'autre. Bon, bref. Alors, il y a une question d'élégance qui fait que quand il y a 2 ou 3 jours qu'on ne s'est pas vu, évidemment, ou 8 jours, bon, évidemment, on est plus amoureux que quand on vit au jour le jour. Ah oui, ça, de tous les couples, c'est aussi. toujours la même chose. Mais néanmoins, quand on est une femme, le soir, moi, je ne sortais plus le soir. C'est compliqué. Alors là, il faut faire des compromis. Oui. Je pense que c'est important, je l'ai dit et je le redis, de faire en fonction de ce qui est possible, de la réalité. La réalité, c'est que maintenant, voilà, tu as un certain âge, ça peut être dangereux de circuler, pas besoin de te faire agresser, tu ne sors pas avec le bodyguard. et donc voilà, ça c'est la réalité qui est telle qu'elle est. Ça oblige, le réel oblige toujours à négocier et à ne pas avoir tout ce qu'on veut. Voilà. C'est faire avec le réel. Évidemment, la question principale, c'est je vais me préserver, je ne vais pas me mettre en danger, courir des risques, tout ça pour mon bien-aimé, tati-tata, parce que c'est bien d'être ensemble. Oui, mais à quel prix? Donc, faire avec le réel, adhérer totalement au réel. Il y a des limites, j'arrête pas de le dire, il y a des limites, au revoir. Il y a des limites dans le réel, ça fait partie des limites, tu ne peux pas tout avoir. Donc, ce n'est pas un sacrifice, c'est accepter que tu le verras peut-être moins. Mais voilà. Côté, attends, tu reprends parce qu'on peut sortir le soir. Reprends le micro. Elle a dit. C'est une sécurité parce que quand même les femmes de ce fait peuvent sortir le soir quand elles ont un ange gardien. Oui, si tu as un bodyguard, ou s'il vient vers toi, ou si c'est lui qui fait plus les déplacements que toi, il y a des négociations à faire. Ouais, tout à fait. Après, c'est accepter ce qui est. Si il ne peut pas faire les déplacements vers moi et que moi j'ai peur d'y aller, j'ai pas envie d'avoir un accident, à ce moment-là, je le verrai moins. Et ça doit être OK. Ça veut dire j'ai moins d'attente. Ce n'est pas grave. C'est ça l'attachement sécure. C'est je fais avec ce qui est parce que je n'ai pas peur de perdre quelque chose. Je n'ai pas peur d'être privée de quelque chose. Quand c'est possible de se voir, je saute au plafond et je fais une petite fête et je célèbre les retrouvailles magiques. Mais quand je ne le vois pas,
Je ne pleure pas sur mon sort. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté un sentiment de sécurité intérieure et parce que je me rends la vie belle. Et c'est ça l'attachement sécure. C'est pas attendre que l'autre nous réjouisse tout le temps et que les choses devraient être comme ci et comme ça. Les choses, elles sont telles qu'elles sont. Ça, c'est faire avec le réel au lieu de faire avec l'imaginaire. Et ça devrait être mieux et ça serait mieux si on se voyait plus et nani nana. C'est pas possible. Alors, ce qui n'est pas possible, n'est pas possible. Soit on arrive à trouver des idées astucieuses pour se voir plus, soit on n'y arrive pas. D'accord ? Pas peine de faire un caca nerveux. Arrêtez de bouder que les choses ne sont pas comme vous voudriez qu'elles soient. C'est pas la peine parce que vous n'êtes pas des victimes. Pourquoi ? Parce que vous êtes des adultes. Et en tant qu'adulte, vous n'avez pas tant besoin d'être aimé que ça. Je reviens à mon point 1, c'est ma première tirade. Je suis un adulte, je n'ai pas besoin d'être aimé tant que ça. J'ai plus besoin d'aimer généreusement, d'aimer les autres, d'aimer l'autre, d'aimer la vie, d'aimer... C'est vaste, moi, aimer, mais pas être aimé. Aime-moi. Regarde-moi, prends-moi dans les bras, berce-moi. Non, mais ça, c'est vrai, c'est quand on a 20 ans qu'on est comme ça. Bah non, à 20 ans, t'es gentil. C'est quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 3 mois. Non, c'est quand on est petit qu'on a besoin, on est dépendant des adultes. Donc on a vraiment besoin d'être aimé pour notre croissance, pour notre construction, pour notre cerveau, pour l'apprentissage, pour le développement, etc. Mais quand t'es adulte, maintenant, c'est bon, quoi. Arrêtez avec ça. Bon. Principe de sagesse. Quelqu'un voulait parler là? Ouais. Je disais, bon, tu dis on n'a pas besoin d'être aimé. Moi, j'estime qu'on a besoin d'être respecté. Oui. Alors, qu'est-ce que tu entends par respecter? Alors, C'est un mot que- justement, j'ai un exemple. Ouais. Donc, j'ai eu 3 rendez-vous et puis je me suis dit, bah tiens, je vais poser une limite. Et donc j'ai posé une limite toute bête. J'ai dit, bah non, je ne veux pas parler politique, ça ne m'intéresse pas, on ne parle pas politique. Je ne veux pas parler politique avec toi, ça ne m'intéresse pas la politique. C'est ça que tu as dit? Voilà. Et donc il a insisté pendant 10 minutes. Moi, je disais, bah non, 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 je t'assure, ça ne m'intéresse pas. Et lui, si, tu vas voir, Ça va t'intéresser. t'inquiète, je vais t'en parler. Et donc, bon, ben voilà, fin de la relation au bout de 3 rendez-vous, quoi. Oui, ça s'appelle comment ça? Et donc, là, ma limite n'a pas été respectée. Mais j'ai Oui, posé la une stratégie limite. qu'il a utilisée, c'est Le stratégie de contrôle, manipulation, c'est du domination. chantage. Tu vas voir, ça va te faire du bien. Moi, je sais ce qui est bon pour toi. Tu vas voir, la politique, ça m'intéresse. Ça va t'intéresser, j'en suis sûre. Tu vas voir, je vais te contaminer. Ça s'appelle de la manip, c'est des prises de pouvoir. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, fin de la relation. Donc, c'est pas de l'attachement insécure ou des peurs ou quoi que ce soit. Je pense c'est un besoin d'être respecté. Alors, ça n'est pas tellement le respect, ça. C'est je n'ai pas envie que l'autre m'impose des choses, j'ai pas envie de me forcer à faire des choses qui ne me correspondent pas, qui ne m'intéressent pas. Ça. Donc, tu vois, là, tu lis le mot respect, c'est je n'ai pas envie de me forcer. Oui, tu as tout à fait raison, tu n'as pas à te forcer à écouter des sujets qui ne t'intéressent pas, à te faire influencer ou imposer quelque chose qui ne t'intéresse pas, que ce soit une activité ou un débat ou un film ou n'importe quoi. Oui, mais c'est important que tu en prennes la responsabilité. Ce n'est pas une histoire de respect, c'est une peur d'être forcé à faire un truc, que l'autre pourrait te forcer à faire un truc que toi, tu n'as pas envie. Voilà. Et que tu devrais te soumettre. C'est plutôt ça qui se passe. Oui. Voilà. Oui. Donc, tu as dû certainement devoir te soumettre dans une enfance ou dans une adolescence. Voilà. Et aujourd'hui, tu n'es... Eh bien, on ne me reprendra pas à la tintamilou. Moi, on ne va pas me la faire. Hein. Le premier qui m'impose un truc, il ne va pas me voir longtemps. Au revoir. Tu veux m'influencer sur ton machin de politique? Je t'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Je te le répète, je te le Donc confirme. maintenant, c'est bon. Ah, ciao, C'est bye non. bye. Arrête de me forcer à faire un truc que je ne veux pas. Donc on est ici dans l'enfant rebelle qui prend le pouvoir et qui dit « tu ne me forceras pas ». Mais ce qui est le plus important dans cette affaire, ce n'est pas qu'il ne te respecte pas, c'est de voir que tu ne veux pas te soumettre,
que lui te manipule, parce que, en fait, beaucoup de personnes manipulent sans le savoir, parce que lui, il est dans son truc, c'est tellement génial, la politique, tu vas voir, ça va te faire du bien, moi je sais que ça va te faire du bien, ça va être intéressant, c'est passionnant. Bon, ben, l'autre, ce qui est passionnant pour lui n'est peut-être pas passionnant pour toi, mais il ne veut pas l'entendre, parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris que ce qui est important pour moi est important pour moi, et ça ne l'est pas forcément pour toi. On est sur le principe de la différence. Mais quand c'est très important pour moi ou très génial pour moi, j'ai envie de te faire partager avec excitation ce qui est génial pour moi, puisque c'est génial pour moi, donc ça va l'être pour toi. Sauf que là, le mec, il n'a rien compris, parce qu'il n'entendait pas que toi, rien à foutre de Moi, son je l'ai truc, dit ça intéresse pas. 50 fois. Oui, hein. mais il a tellement envie de te faire partager, ou soit c'est une prise de pouvoir, ça, mais si, tu vas voir, c'est intéressant, ça, découvre oui. ce truc, tu vas voir, c'est intéressant. Tu vas rire, c'est Ouais, c'est drôle. trop génial et tout. Mais non, Mais mais non. si c'est pas génial, c'est que ça m'intéresse pas. Et donc, il y a des personnes qui ont du mal à comprendre que l'autre, ça l'intéresse pas. C'est-à-dire, ce qui est important pour moi n'est pas pour toi. Point barre. Ça s'arrête là. Point barre. Alors, attends, prends le micro si tu veux dire un truc. Je dois appuyer quelque Non, mais c'est bon, Ah. parfait. Ça, c'est facile au début d'une relation. Mais si on est déjà dans une relation, on va dire, on a passé du début, on est excité encore, tout est bien. Mais comme vous avez dit, il y a une dynamique, les choses changent, on change, nous aussi, tout le temps, ouais. tout le temps. Alors, comment on accepte tous les changements-là quand déjà il y a une relation d'amour, de respect, d'acceptation, mais pas de tout. Pas tout accepter et pas qu'on change tout le temps. Par exemple, aujourd'hui c'est rose, demain c'est marron. Ah ben, ok, il n'y a pas de souci, on va changer. Donc, si la personne elle change tout le temps, moi je dois accepter tout ce qu'elle change. Non, tout le absolument temps. pas. Il n'est pas question, je ne dis jamais qu'il faut tout accepter. Tu reviens au schéma soumission. C'est-à-dire, je vais me soumettre et me forcer à faire des trucs qui sont inacceptables pour moi. Donc, on est sur un travail quand tu es en couple et que ça change dans la dynamique, puisque c'est normal, comme tu l'as dit, on évolue, chacun évolue, on n'a plus les mêmes goûts, on n'a plus les mêmes besoins, on mature, voilà. Donc, on devient moins fusionnel, en général, pour ces raisons-là. Parce qu'on se rencontre moins, on est moins sur les mêmes longueurs d'onde. Et ça doit être OK de passer du couple fusionnel à un couple respectueux, ou un couple où chacun reprend, s'approprie ses responsabilités, ses envies, ses goûts, et ne partage pas tout en commun, tu vois. C'est-à-dire qu'on va ne partager que ce qu'on a envie de garder en commun, sur lequel on est raccord. Ah. Et oui. Donc, il ne s'agit pas du tout de tout accepter. C'est mieux d'avoir un ami dans ce cas. Mais tu peux avoir un ami, et c'est ni mieux ni moins bien. Pourquoi pas? Je veux dire, il n'y a pas de hiérarchie pour moi. C'est pas mieux de vivre en couple que de vivre avec un ami. Je vois pas où est la c'est quoi le problème? Avec un ami, on est tout le temps... Non, c'est bon, touche à rien. Je sais pas... Non, ça continue d'enregistrer. Oui, ça marche. Oui. Bon, et j'ai une autre question. Il est fermé, c'est ça? Oui, mais ça continue. Vous parlez tout le temps des peurs qui nous limitent, des peurs qu'on amène de notre enfance, abandon ou pas que de l'enfance, parce que tu les as aussi dans tes expériences précédentes. Ou ce qu'on a appris. Tes dernières histoires d'amour, parfois, elles sont marquantes. Eh bien, pour moi, le problème, c'est comment on apprend d'enlever les peurs-là pour repartir dans une relation avec c'est ce qu'on a vu. Une personne nouvelle. C'est ça. Par exemple, ici, toi, quand tu t'exprimes, on voit l'idée que tu te fais, qui est une représentation. Je devrais accepter, je n'ai pas envie de me soumettre. Pareil, c'est comme tout à l'heure. Je n'ai pas envie de me forcer à faire des trucs pour l'autre. Mais dans une relation, on doit accepter quand même des trucs. On ne doit pas, faut pas exagérer, quoi. On doit faire des compromis. Il faut quand même pas exagérer. Donc j'entends ça en fond, et peut-être tu dois examiner cette question, qui est, moi je te réponds personnellement, non, je ne me force pas. Un compromis, c'est je fais un truc pour l'autre peut-être, mais je ne me force pas. Ce n'est pas un sacrifice. C'est pas un sacrifice. Je fais un truc qui peut lui plaire parce que ça ne me déplaît pas. Pour autant, je ne me sacrifie pas. Donc, tu vois, le compromis, moi, je l'entends comme ça. Donc, tout ce qui n'est pas en contre de mes propres valeurs,
Oui. Je peux l'accepter. Tout ce qui va à l'encontre de mes valeurs? Non, qui ne va pas à l'encontre de mes Oui, valeurs, voilà. je peux l'accepter. Voilà, c'est ça. Ah, ah. Tout ce qui est OK pour moi, qui est facile à faire avec l'autre, tout ce qui me fait plaisir à partager avec l'autre, je le fais. Dès que ça me crée un sentiment de forçage, dès que je me sens forcée à faire un truc, je ne le fais pas. Parce que là, tu es dans le sacrifice. Tu peux faire des efforts légers, mais pas des efforts lourds. Un effort léger, c'est, OK, tu as envie d'aller voir ce film. Moi, a priori, si j'étais toute seule, je ne l'aurais pas vu. Pas mon choix. Mais pourquoi pas? Parce que ça peut finalement être intéressant. C'est pas complètement non, tu vois. C'est négociable. Mais c'est pas mon truc. Ok. Donc ça, c'est un effort léger. Un effort lourd, c'est ah bah non là, ce film, alors là, c'est violent. J'irai jamais voir un truc pareil. C'est pas du tout mon truc. Oublie-moi. Et j'y vais pas. Va le voir sans moi. Ok. D'accord? Ok. Il faut que ce soit clair, ça. Hein. Parce que tant que ceci n'est pas clair, tu as une représentation, pour moi, inadéquate de ce qu'est un couple, de ce que doit former, qu'est-ce qu'on fait quand on est en couple. Et du coup, tu vas t'obliger à faire des compromis, et puis après, tu vas te sentir soumise, et après, tu vas te rebeller, tu vas faire des reproches, tu vas être agressive, etc. Donc, tu vas être soit évitante ou anxieuse. Soit, il ne faut pas que je le perde, faut que je me soumette à faire des trucs pour l'autre, soit je suis évitante, oh là là, il m'a saoulée, je fais plein de trucs qui ne me plaisent pas, j'en ai marre de faire des sacrifices, au revoir. Tu vois? Donc tu te balades dans les deux et qui est quand même assez malsain. C'est pour ça que pour moi, c'est important de vous aider à vous libérer de ces attachements anxieux et évitants, parce qu'en général, c'est anxieux et évitant. C'est évitant ou anxieux, évitant, c'est un peu main dans la main, parce que sinon, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous ne voyez même pas que vous êtes dedans. Donc déjà, prendre conscience qu'on est dedans pour pouvoir s'en libérer. Et comme tu le dis, la question fondamentale et cruciale, c'est ce que je vous ai fait travailler tout à l'heure, c'est je vois les peurs qui m'animent, les peurs anticipatrices qui font que je n'ai pas envie d'y aller tant que ça. J'ai envie d'y aller, j'ai l'aspiration du cœur, mais finalement, je suis refroidie à l'idée d'y aller. Je freine en fait des cas de fer. Donc le refroidissement, parfois, il devient gèlement. Le gèlement, c'est je suis complètement dissociée et je fais seule et je m'isole et je triomphe dans l'isolement, mais c'est un triomphe par défaut, parce que l'isolement, c'est un peu tragique. À force de s'isoler, on n'est plus en lien et on n'est plus vivant. On a quand même besoin des liens, sans être complètement surinvesti dans le lien, mais faire seul... c'est un peu tristoun quand même. Hein. C'est pour ça que la plupart de nous, on a tellement peur de finir seul, et en même temps, on a peur aussi à un certain moment, avec plein d'histoires avant, de se mettre en couple. Parce qu'on se dit, oh là là, en couple, ça ne fonctionne pas. Seul, ça ne fonctionne pas, je suis trop seule. Bon, alors on fait quoi là? On est nulle part là, à un moment donné. On est là, on fait du surplace, tu vois. Mais bon, c'est pas très libre ça. Oui, repasse-lui le micro. Je voulais juste vous poser une question, savoir ce que vous pensez de cette théorie de la relation miroir, où soi-disant on va rencontrer quelqu'un qui peut avoir la même problématique que nous, qui nous la renvoie pour nous la faire travailler. Par exemple, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, ce genre de choses. Moi, je ne dis pas comme ça. C'est par observation plutôt. Et observez vos histoires précédentes. Vous remarquerez que tant que vous courez à la relation en cherchant quelque chose, donc à être aimé, à avoir de l'attention, de la validation, de la chaleur, d'être regardé, d'être louangé, voilà, bon, des tas de trucs après quoi je cours. Tant que vous cherchez quelque chose, eh bien, vous rencontrez des personnes au même endroit, qui ne le traduisent pas forcément de la même manière. Par exemple, dans l'attachement évitant, ça se voit moins. Il y a souvent un anxieux et un évitant qui fuit. Quelqu'un qui court derrière et l'autre qui prend la distance en coupant le lien ou en se distançant, se distancie du lien. Et donc, mais c'est pareil. C'est celui qui est évitant, il a autant peur du lien et il en souffre autant d'une autre manière. Donc, il a le schéma abandon aussi. Ça ne se voit pas de la même manière. Ça n'apparaît pas de la même manière. Et souvent, quand vous avez pigé ce truc, il s'agit d'arrêter de chercher quelque chose à travers la relation amoureuse, de chercher à être aimé. Quand ça vous lâche,
cette hypnose du rêve romantique. Hein, on revoit ici, mais plus je passe du temps avec lui et plus c'est génial. Je passe le temps que je peux passer, point barre, et ça s'arrête là et je ne suis pas déçue. Donc c'est ça la cessation de la quête. Quand la quête cesse, alors à ce moment-là, vous rencontrez plus les gens, enfin vous avez évolué, vous avez avancé d'une case, et vous rencontrez plus les mêmes partenaires, ils ne vous intéressent pas ou vous y restez pas. Mais ça se fait tout seul, et effectivement, je le dirais plus comme ça. C'est pas, je prends les personnes qui ont le même schéma, c'est que je suis celui qui cherche et je rencontre quelqu'un qui cherche. Et ça se traduit différemment. Ou ça se traduit pareil. Si vous avez tous les deux le schéma abandon, vous êtes 2 enfants qui se tiennent la main. Vous êtes des fusionnels de chez fusionnels et on ne se lâche pas parce qu'on est des béquilles l'un pour l'autre, d'accord ? Bon, ce qui va tôt ou tard mener à des grosses galères. Mais c'est pas grave, ça mérite d'être vécu. C'est ce qu'on appelle les couples symbiotiques. Maman, enfant, main dans la main, one-to-one, yeux dans les yeux, chewing-gum contre chewing-gum. Bon, voilà. Donc, comme il y a un manque d'autonomie, ça va prendre cher, les deux vont prendre cher, ou un va prendre cher, ça se termine en catastrophe. Bon. Ou alors, il y en a un qui meurt, l'autre il meurt tout de suite derrière, comme les perruches, tu sais, qui... Bon. Mais oui. Bon, ça, c'est un exemple. Mais souvent, quand il y en a un qui évolue et qui arrête de quêter quelque chose, donc qui est plus en mesure d'aimer que d'être aimé, que de chercher à être aimé, quelque chose change et que ça bouge à l'intérieur, donc tu ne rencontreras plus les mêmes personnes. D'accord. Merci. Ce qui est intéressant d'ailleurs, mais ça se fait tout seul. C'est même pas un truc qui se réfléchit, ça se fait tout seul, ça se fait naturellement. Pas besoin de se poser 50 questions, des fois les choses sont simples. Ouais, une autre question que je regarde quand même. Ouais, c'est bon, on a encore 5 minutes. Non, en fait, c'était au niveau de la peur. Ok, je comprends que la peur, ça nous fait éviter des relations, mais il y a aussi des peurs saines qui nous indiquent il ne faut pas y aller quand même. Tu vas te planter, c'est sûr, en fait. Donc, je trouve qu'il y a des peurs quand même assez saines qui nous évitent la relation. Voilà. Ah, oui. Et aussi au niveau de l'authenticité de tout à l'heure, en fait, de dire ses limites, justement, de savoir les dire, chaque personne, tout le monde n'est pas capable de le faire et c'est ce que je disais, de se connaître. Et du coup, c'est là où ça crée un écart. Et du coup, moi, c'est pareil, j'ai pas envie de retourner là-dedans, en fait. Oui, c'est très juste. Voilà, Oui. Parce que je connais, et donc cette peur, elle revient, mais c'est en mode pas peur, je veux pas de relation, quoi. Mais oui, mais tu as raison, ça va faire partie du recrutement. C'est-à-dire, si je vois que l'autre n'est pas en capacité de mettre ses limites, par exemple de manière claire et authentique, ben je vois qu'il n'a pas acquis cette compétence, que moi je l'ai acquise et lui, il n'a pas eu la possibilité de l'acquérir. C'est comme ça. Comme ça. Ou c'est pas encore, il le fera plus tard. Mais il le fera peut-être ou peut-être jamais. Il n'est pas en mesure d'exprimer, de mettre de la conscience sur ce qu'il ressent et ce qu'il vit, et de le nommer. Ok ? C'est comme ça. Bon, alors après, ce qui est, et donc ça fait partie des warnings, hein, des décalages, et que tu te dis, mais je ne pourrais pas faire un couple avec cette personne, parce qu'il y a trop de décalage entre là où je suis arrivée aujourd'hui et là où lui, il est. Mais c'est pas grave, on peut faire une amitié, on peut ne rien faire, ce qui laisse de l'espace pour rencontrer quelqu'un qui est plus en accord dans tes avancées, tu vois, dans ce que tu veux, dans ce que tu cherches et qui est moins décalé par rapport à toi. C'est pas un problème de ne pas faire couple, en fait. Si vous n'en faites pas un problème, ce n'est pas un problème. Alors attends, redonne-lui. Moi, déjà au départ, pour moi, le problème, c'est surtout de rencontrer la bonne personne. Quoi. La bonne personne, alors. Oui, la bonne de personne. savoir, d'avoir un coup de cœur. Moi, je veux dire, mon cœur, il ne bat plus. Hein. Donc, oui, pourquoi il ne bat plus d'ailleurs ? Qu'est-ce qui fait que... Hein, je ne sais pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Quoi. Oui. Donc, c'est surtout ça. Quoi. Je veux dire, je pense que quand on est enfant, quand on est ado, je pense qu'on est plus... Alors parle pour toi, mais oui, vas-y, continue. Je pense qu'on est plus, spontané. Plus spontané que là, effectivement, peut-être que c'est les peurs, effectivement, dont tu parles, mais je pense pas que ce soit que ça. Je veux dire, je rencontre des personnes, mais il y a personne, je veux dire, j'ai pas d'élan, quoi.
Oui, c'est OK. Alors, est-ce que... Alors, et je me sens bien dans ma peau, et je suis bien dans ma vie, toute seule. Oui. Donc, quel est le problème? On n'est pas obligé d'être... non, il n'y a pas de problème. Voilà, Par contre, que tu n'aies pas de coup de cœur, c'est possible. D'abord, peut-être parce que tu as plus d'exigences maintenant qu'avant. Voilà, et moi, je n'ai pas envie de... Il n'y a pas besoin de te forcer. De tout accepter, de dire Bien que sûr. voilà, c'est pas important, je vais faire avec, parce que je sais que je ne vais pas faire avec. Très bien. Ça va Donc pas le faire. là, tu es aligné dans le Donc, sens où tu n'as pas peur de rester seule, célibataire. Non, j'ai pas peur de rester Et seule. que du coup, c'est très bien. Et que du coup, si tu n'as pas d'élan, tu n'as pas d'élan du cœur, et tu n'as pas d'élan du cœur, et il n'y a pas de problème. Tu peux être connecté à tes amis, tu peux être moi, je me connecté dis, à bon, autre chose. c'est pas une fin en soi d'être avec quelqu'un, quoi, finalement. Ah non, c'est pas une Finalement, il vaut mieux finalité. être seul que mal accompagné, à mon sens. Mais tout à fait. Voilà, donc, ça, c'est la liberté extrême qui est je ne suis pas. J'aime la connexion, parce qu'il y a une aspiration à la connexion, on l'a vu. J'ai envie d'être en relation, mais en relation, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'être en relation. La relation, c'est vaste. J'ai pas précisé, j'ai pas dit j'ai envie d'être en relation de couple. J'ai dit j'ai envie d'être en relation, en connexion de qualité. L'aspiration à la connexion, elle n'est pas forcément en couple. Oui, mais voilà, et puis, parce que l'amour, pour moi, c'est large, quoi. Je veux dire, ça peut c'est être ce que avec j'ai des dit. amis, Les amis, c'est de l'amour aussi, la musique, famille, voilà, exactement. l'art. Parce que c'est compliqué de rencontrer la personne qui vous correspond, en fait. Parce que, bon, en fait, je pense qu'à la base, il faut quand même savoir, si je rencontre quelqu'un, il faut que cette personne corresponde à mes valeurs et à ce que j'ai envie de faire avec et à mes aspirations. C'est vraiment un minimum, quoi. Sinon, ça ne va pas le faire, c'est sûr. Il y aura pas et qu'il y ait une alchimie, une attirance. Donc, il y a beaucoup de choses, quand même, qui rentrent en jeu. Oui. Et ça, à mon avis, c'est de plus en plus rare, quoi. C'est rare parce que pour l'instant, là où tu te promènes, il n'y a pas quelqu'un qui matche avec toi. Voilà. Bon, point barre, ça s'arrête là, c'est ton expérience. Ça pourrait ou ça peut ne pas, ou ça le fait ou ça le fait pas, on va dire. Ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas. Parce que tu as augmenté ton niveau d'exigence, parce que tu es bien dans ta solitude, donc tu n'es pas prête à te fourvoyer et à accepter n'importe quoi. Donc très bien. Maintenant, comme c'est ça la réalité, c'est où il y a quelque chose qui se présente, ou ça ne se présente pas. Mais c'est pas la fin, les autres, ils y sont pour rien. Enfin, je veux dire, il y a quand même, on est, je sais pas, 8 millions, je sais pas combien on est. Donc il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes et beaucoup de solos. Donc tu rencontres ou tu rencontres pas. Bon, je dirais, il y a ce qu'il y a en magasin. Moi, je dis souvent ça. Il n'y a pas en magasin, non? S'il n'y a pas, il n'y a pas. Mais il n'y a pas, mais il y aura peut-être. Je veux dire, après, ce qui est important, c'est la posture qui est libre. Pour moi, la posture qui est libre, c'est la posture qui ne chouine pas et qui est là, qui ne se dit rien. C'est neutre, en fait. J'ai pas de représentation sur ce qui serait bien pour moi, ni ce qui serait pas bien pour moi. Si ça se présente... j'en sais rien si ça se présente ou ça ne se présentera pas, mais c'est optionnel. Si ça se présente, j'ai un élan du cœur, j'y vais. Si ça ne se présente pas, qu'à cela ne tienne, je fais autre chose de ma vie, mon temps s'occupe d'autre chose. Et c'est très bien aussi. Mais je n'ai pas de regrets, je ne blâme pas les autres, je ne me dis rien en fait. Je ne suis pas en train de me raconter des salades et je ne dis pas oui, mais les autres, les mecs, il n'y en a plus sur le marché, ils sont tous des nazes. Ou pareil sur les nanas, ça peut être oui, mais les femmes, c'est toutes des nazes, passé un certain âge. Enfin, je ne me raconte rien, enfin, je ne me raconte pas des histoires. C'est neutre en fait. Voilà. Et donc, ça veut dire que je suis beaucoup plus connectée à mon présent. Je suis beaucoup plus là avec ce qui se passe, en me réjouissant de ce qui est, il y en a que ça fait marrer, plutôt que de me raconter des tas de trucs sur mais c'est toujours pareil, et partout où je vais, ils sont tous nazes, elles sont toutes nazes, enfin bon, je ne sais pas ce que je peux me raconter, bref. Donc voilà, donc à un moment donné, ça aussi, ça cesse. Et c'est une énorme... Enfin, c'est ça le sentiment de liberté intérieure. Il est à l'endroit où je ne cherche rien, je ne trouve pas forcément parce que je ne cherche rien, donc je trouve ce que je trouve. Ça s'arrête là, et il y a une espèce de joke, enfin, c'est comme un grand sourire, c'est comme une joie qui apparaît de l'enfant, qui est spontanée, et qui dit, bon, ça ira là où ça ira, et voilà. Par contre, pour les célibataires, c'est important aussi de ne pas s'isoler. Pourquoi est-ce que c'est possible? C'est parce que vous n'êtes pas seul, là, enfermé chez vous, à pleurer sur votre sort. Il m'a quitté, un être me manque et tout est dépeuplé, ou un être me manquera et tout sera dépeuplé. Enfin, voilà, donc vous savez vous rendre la vie belle,
N'est-ce pas? Voilà, Oh, puis c'est pour ça que je le ça signale. Je Moi, dis je trouve que ça, c'est ça un a l'air avantage, facile. d'être libre, de faire ce qu'on veut. Oui, voilà. C'est Mais la du liberté, bonheur. Hein. elle n'est pas là où on croit, elle est intérieure. L'extrême liberté, elle est intérieure. Elle est quelles que soient les conditions. Le monsieur, il disait, je vis avec quelqu'un, j'ai peur d'être enfermé, j'ai peur de perdre ma liberté, j'ai peur de faire des compromis. La liberté est intérieure. La liberté n'est pas si je vais. C'est pas la situation qui donne la liberté, c'est l'espace que j'ouvre quand je suis moi face à l'autre, quand je n'ai pas peur de mettre mes limites face à l'autre, de dire qui je suis, de dire non quand ça ne va pas, de partir si ça va mal, voilà, et d'être seule si ça ne va pas. Enfin, voilà, ça c'est l'extrême liberté. La liberté est toujours intérieure, elle n'est jamais donnée par le monde extérieur. C'est comme ça, mais c'est comme ça pour tout le monde. Vous avez... c'est de rencontrer des gens. Alors attends. Oui, il y en a qui parlent spontanément, ils oublient la règle du jeu du micro. Moi, je dirais que la liberté, la démocratie, c'est de rencontrer des gens, quels qu'ils soient. Sinon, on se ferme. Oui, c'est ça, ne pas se fermer. Rester ouvert à ce qui peut se présenter. Là, tu parles des liens sociaux. Et de pouvoir aussi, et je l'ai dit à Sophie tout à l'heure, mais je le redis, de pouvoir accepter davantage, avec empathie, les limites des autres. Les endroits où les autres sont des êtres complexes comme nous, médiocres comme nous, imparfaits comme nous, et qu'ils font de leur mieux sur cette terre. Puis ça nous sert de se remettre en cause soi-même. Et de se remettre en cause et de pouvoir les remettre en cause et de pouvoir aussi faire ce travail d'acceptation profonde qui est de dire oui à la vie et de dire oui à cette imperfection. Voilà. Et je pense que c'est aidant de gagner en empathie parce que ça ne veut pas dire qu'on va vivre avec eux, qu'on va faire des couples avec ces personnes-là. Ça veut juste dire qu'on les comprend. Voilà. Et que voilà. Ça ne veut pas dire excuser, ça veut dire voir le fonctionnement, comprendre le fonctionnement et avoir de l'empathie. Ça s'arrête là, on peut avoir de l'empathie avec des criminels parce qu'on comprend qu'ils n'avaient pas le choix de tuer leur prochain, parce qu'ils tuaient leur prochain, parce que pour eux c'était une manière de se préserver et qu'ils n'avaient pas le contrôle sur leurs instincts. Par contre, ça ne veut pas dire que je vais mettre main dans la main, faire avec ou ne pas laisser la sanction se faire. Je peux comprendre. Comprendre n'est pas excuser, comprendre n'est pas laisser, n'a rien à voir avec la sanction. On peut comprendre. C'est ça, devenir empathique, ce qui va augmenter aussi le sentiment de sécurité intérieure et la confiance en soi. Voilà. Bon, je pense que j'ai fini. Une dernière question et après je vais m'arrêter parce que sinon on va me virer. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne, hein, je le dis jamais, mais bon, j'oublie toujours de le dire. Donc je me dis bon, plus vous vous abonnez, plus du coup ma chaîne monte et plus les gens voient les conférences en ligne. Ça marche comme ça, YouTube, c'est comme ça. Ouais. Là, je suis là. Oui. Moi, on a beaucoup parlé des limites ce soir. Moi, je me questionnais sur la frontière justement entre les limites qu'on peut poser et le moment où ça devient une prise de contrôle justement sur l'autre, une tentative de prise de contrôle. Quand je mets mes limites. Oui. La différence entre... Donne-moi un exemple concret, ça va être plus simple. Par exemple, dans une relation de couple, quelqu'un qui peut vivre de l'insécurité, on va dire et l'autre va dire moi là ça ces comportements là je sais pas, ça peut être moi que tu ailles danser avec des gens quand je suis pas là, ça peut être quelque chose qui en fait moi m'insécurise énormément. Ou que tu entretiennes cette relation avec un ex. Oui, tout à fait. Là, tu parles de jalousie. Donc, je vais vouloir te contrôler parce que je suis jaloux et que j'ai peur de te perdre. Donc, je deviens possessif. Bon. Et ta question, c'est ? Mais en fait, quelle est la différence entre la personne qui arrive dans la relation et qui dit moi, en fait, j'ai des insécurités comme ça et mes limites, c'est que moi, j'ai du mal, j'ai déjà vécu ça dans la relation. En fait, c'est des choses qui vont me générer des insécurités. Et là, je sais que je ne suis pas capable de ça. Donc, oui, soit tu rencontres quelqu'un qui est d'accord d'être exclusif et d'être très exclusif, je dirais. Donc de ne pas te stimuler à l'endroit de la jalousie. Soit c'est mieux s'il n'est pas comme ça, si c'est quelqu'un qui est plutôt qui a envie de voir ses ex, pas forcément d'être non exclusif, mais de voir ses ex, de ne pas s'en empêcher, de ne pas se forcer à d'aller danser, qui va se positionner d'emblée, ce que j'ai dit tout à l'heure, de dire la vérité, de dire écoute, moi, tu ne m'empêcheras pas d'aller danser.
Soit tu es capable de gérer ton insécurité et ta jalousie, soit si c'est trop compliqué pour toi, c'est mieux que tu ne sois pas avec moi, parce que ça va te faire flipper, là. Tu ne peux pas me gérer, en fait. Je ne suis pas gérable pour toi. C'est mieux d'être clair, en fait. Ben, chacun est comme il est. Clair en allant dans la relation, c'est là que ça devient une limite, et c'est quand ces limites sont dites plus tard que ça devient du contrôle. Ben, ça veut dire que l'autre, quand il est arrivé dans la relation, ce que disait Sophie, il est arrivé avec une belle image. Mais non, t'inquiète pas, moi je suis fidèle, mais moi, mais non, mais moi je vois mon ex, mais en fait, mais non, mais c'est rien. Mais tu vois, parce qu'il voulait gagner ta confiance et te gagner toi. Alors que s'il arrive en étant vraiment clair sur, ben moi je veux voir mon ex, personne n'a, j'ai pas envie qu'on m'empêche de voir mon ex, point barre, ça s'arrête là. Donc là c'est clair, tu vois. J'ai pas besoin de gagner ton amour à tout prix, même si tu me plais, et me sacrifier. Donc il faudrait être beaucoup plus clair sur qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, plutôt que de raconter n'importe quoi pour gagner l'amour. Parce que de nouveau, celui qui cherche à être aimé est capable de raconter des salades, de se mentir à lui-même et de te dire « Non, t'inquiète pas ma chérie, moi j'irai plus danser, je te mettrai... Mais non, moi je suis très exclusif et je te mettrai en sécurité, je vais te rassurer. » Sauf qu'en fait, j'ai toujours envie de voir mon ex et j'ai pas envie que quelqu'un m'empêche de quoi que ce soit. Donc tu vois, il y a un problème de ne pas être honnête par peur de ne pas être assez aimé, de te déplaire et de manquer d'amour. On revient toujours à la même chose. Tant que j'ai peur de manquer d'amour, je me falsifie, je bricole, je manipule, je mens, et ça termine en catastrophe. Il vaut mieux dire, écoute, je ne suis pas gérable pour toi. À mon avis, ça va être compliqué. Sauf si tu fais un travail de thérapie et que tu sors de ta jalousie, mais moi, ça va être compliqué, donc il vaut mieux que tu le saches. Donc il vaut mieux que tu sois avec quelqu'un qui soit plus adapté à toi, en fait. Ce sera plus simple. Ah bah oui. Mais tu vois, pour en arriver à être très clair comme je viens de le faire, c'est compliqué, parce que c'est un vrai chemin d'arrêter de chercher quelque chose, chercher à être aimé, chercher à être aimé. Voilà. Et une toute dernière. Oui. C'est quoi votre job exactement? Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit au tout début, mais je le redis. Je suis psychologue, psychothérapeute, et ça fait 10, 12, 13 ans, je crois, que je me suis spécialisée sur la relation amoureuse, le couple, l'amour, etc. Voilà. Et je travaille souvent en lien avec la spiritualité, les enseignements spirituels, parce que je trouve ça complémentaire, et la philosophie, et donc je me balade dans ces sphères-là. C'est ça le truc. Voilà. Et ben merci à vous tous, et puis à la prochaine.